Mon frère a couché avec ma fiancée. Ma famille leur a pardonné et a essayé de nous réunir, mais ma décision finale les a laissés sous le choc pour toujours. Mon frère Lucas et moi étions proches, de cette façon compétitive propre à deux garçons sous le même toit. Il avait 1 an de moins que moi, et nous étions constamment comparés l'un à l'autre. Il était du genre charmant et insouciant, tandis que j'étais celui qui avait un plan. Notre sœur, Chloé, était la petite dernière, toujours dans l'ombre de maman, s'imprégnant de chaque once d'attention qu'elle pouvait obtenir. Nos parents, Isabelle et Antoine, étaient des parents français typiques de province, maman gérait le foyer d'une main de fer, et papa était du genre à raconter des blagues et à faire des grillades comme si c'était son hobby personnel. Je pensais que j'avais tout compris, une famille stable, des frères et sœurs auxquels je pouvais faire confiance, et une fiancée que je considérais comme mon âme sœur. Léa est entrée dans ma vie lors d'un projet de groupe pendant ma 3e année de licence à l'université Jean Moulin Lyon 3. Elle avait cette énergie magnétique qui vous donnait envie de graviter autour d'elle, elle était ambitieuse, confiante et incroyablement séduisante. Je suis tombé amoureux d'elle rapidement. À la fin du semestre, nous étions en couple. C'était comme un tourbillon, mais je ne me posais pas de questions car cela semblait parfait. J'imaginais notre avenir ensemble, carrière, enfants, tout. Un mois de novembre, je l'ai demandé en mariage. Ce n'était pas un geste grandiose, juste nous deux par une soirée d'automne fraîche. Elle a dit oui, et nous avons commencé à planifier notre mariage pour l'été suivant. J'avais l'impression que c'était le début de la vie dont j'avais toujours rêvé, puis tout a implosé. En mars, j'ai eu un vendredi calme et inattendu au travail. J'ai décidé de surprendre Léa avec son plat à emporter préféré et de passer la soirée ensemble. Quand je suis entré dans notre appartement à Lyon, tout semblait bizarre. Ses chaussures étaient près de la porte, mais l'endroit était étrangement silencieux, à l'exception d'un léger rire venant de la chambre. Mon estomac s'est noué. Quelque chose n'allait pas, mais j'ai balayé cette idée, pensant qu'elle regardait peut-être une vidéo amusante ou qu'elle était au téléphone avec une amie. Lorsque j'ai ouvert la porte de la chambre, mon monde s'est effondré. Ils étaient là, Léa et Lucas, enlacés dans le lit. Léa portait le t-shirt trop grand que je lui avais offert pour la Saint-Valentin, celui avec l'imprimé cœur ridicule. Il n'était pas difficile de comprendre. Ils se sont figés, tous deux ressemblant à des biches prises dans les phares. C'est drôle comme le silence peut en dire long. L'air dans la pièce était lourd, suffocant. Lucas, mon propre frère, a eu l'audace de dire « Ce n'est pas ce que tu crois ». Je l'ai regardé, riant presque de l'absurdité de la chose. Léa n'a pas dit un mot, se précipitant juste pour se couvrir avec une couverture, comme si cela pouvait effacer ce que je venais de voir. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas posé de questions. À quoi bon? La preuve était juste devant moi. J'ai regardé Léa et j'ai dit « Fais tes affaires et dégage ». Ma voix était calme, posée. Je n'allais pas leur donner la satisfaction de me voir perdre le contrôle. Lucas a essayé de dire quelque chose sur le fait que c'était juste arrivé, mais je l'ai coupé. « Tu es mort pour moi », ai-je dit. Je n'étais pas intéressé par ses excuses ni son faux remords. Il n'y a pas de « c'est juste arrivé » quand il s'agit de coucher avec la fiancée de ton frère. Je suis sorti. Je n'ai pas attendu d'explications ou d'excuses pathétiques. J'ai attrapé mes clés et j'ai conduit jusqu'à la maison d'un ami cette nuit-là. Alors que je fixais le plafond, la réalité de tout cela a sombré. Ma fiancée, la femme que je prévoyais d'épouser, et mon frère, quelqu'un en qui j'avais confiance, m'avaient trahi de la pire des manières possibles. Ce n'était pas seulement une question de tromperie, c'était le fait qu'ils avaient tous deux sciemment choisi de détruire quelque chose que j'appréciais si profondément. Le jour après avoir surpris Léa et Lucas, je ne pensais pas que les choses pouvaient empirer, mais bien sûr, elles l'ont fait. Pendant que j'étais au travail, Léa a déménagé de l'appartement. Je lui avais déjà dit de faire ses affaires et de partir, donc je pensais que c'était la fin. Mais quand je suis rentré ce soir-là, il y avait un mot sur le comptoir, juste là où nous gardions une photo encadrée de nous. C'était court, mais pas gentil. Elle écrivait qu'elle était tombée amoureuse de Lucas et qu'elle n'avait jamais voulu me faire de mal, suivi de quelques absurdités sur l'espoir que je pourrais trouver dans mon cœur de leur pardonner. Elle a eu le culot de finir la note par « J'espère que tu pourras quand même être heureux pour nous un jour. » Heureux pour eux. J'ai voulu rire, mais ce n'était pas drôle. C'était exaspérant. J'ai chiffonné la note et je l'ai jetée à la poubelle. Il ne restait plus rien à lui dire. L'appartement semblait étrangement silencieux sans ses affaires, mais cela m'était égal.
Je voulais qu'elles disparaissent de ma vie le plus vite possible, et c'était chose faite. Ma famille a découvert ce qui s'était passé en quelques jours. Je ne leur ai pas dit, je suppose que Léa ou Lucas a vendu la mèche. Ma mère, Isabelle, m'a appelé immédiatement. Elle était furieuse, pas contre moi, mais contre Lucas. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle n'arrivait pas à croire que son propre fils me trahirait ainsi. Il n'est pas le bienvenu ici, a-t-elle répété encore et encore. Au début, ça faisait du bien de l'avoir de mon côté, mais je n'étais pas assez naïf pour penser que cela durerait. La loyauté de ma mère a toujours été conditionnelle. Elle est du genre à se vanter de maintenir la famille unie, même si cela signifie balayer sous le tapis des trahisons massives. J'ai compris que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne commence à défendre Lucas. Mon père, Antoine, était une autre histoire. Lorsque j'ai finalement répondu à un de ses appels, il n'a pas dit grand-chose. Il a juste soupiré et a dit, « Eh bien, je suppose que des choses comme ça arrivent parfois. » Je n'arrivais pas à y croire. Il n'était ni en colère, ni contrarié, ni même surpris. Il traitait ça comme si Lucas avait renversé du café sur ma chemise au lieu de détruire ma relation et ma confiance en lui. Chloé, ma sœur cadette, a essayé d'être de soutien, mais je pouvais sentir qu'elle était tiraillée. Elle appelait pour prendre de mes nouvelles et disait qu'elle n'arrivait pas à croire ce que Lucas et Léa avaient fait, mais il y avait toujours une hésitation dans sa voix. Elle était prise entre moi et le reste de la famille, et c'était évident. Pendant des semaines, j'ai ignoré la plupart de leurs appels. Je n'avais pas l'énergie de ressasser ce qui s'était passé ou d'entendre des excuses sur les raisons pour lesquelles je devrais laisser tomber. Au lieu de cela, je me suis jeté à corps perdu dans le travail. C'était la seule chose qui me maintenait sain d'esprit. Mon patron, Stéphane, a remarqué que je faisais des heures supplémentaires et m'a demandé si tout allait bien. Je ne lui ai pas raconté toute l'histoire, mais j'ai admis que je gérais des problèmes personnels. C'est là qu'il a mentionné le bureau de Marseille. Apparemment, ils avaient du mal à trouver quelqu'un pour diriger l'équipe là-bas, et Stéphane pensait que je serais parfait. C'était une promotion et une chance de quitter Lyon, loin de Léa et de tout le désordre qu'ils avaient créé. Je n'ai pas hésité. Je lui ai dit que j'étais intéressé. Quand j'ai parlé à mes parents de la mutation, mon père a simplement dit « Bravo. Un nouveau départ pourrait être ce dont tu as besoin. » Ma mère, en revanche, a agi comme si j'avais annoncé que je déménageais sur Mars. Elle a pleuré et m'a supplié de reconsidérer la chose. Et les dîners de famille? Et Noël? Tu ne peux pas simplement nous laisser derrière toi, Maxime, a-t-elle dit. Je lui ai répondu que je ne les laissais pas derrière. Je laissais Lucas derrière. Il ne fait plus partie de cette famille, a-t-elle dit fermement. Mais je ne l'ai pas cru. Ma mère a une façon de dire une chose et de faire exactement le contraire quand cela lui convient. En juillet, mon intuition s'est avérée juste. Lucas était de retour à la maison. Ma mère m'a appelé un soir, laissant tomber nonchalamment qu'ils avaient décidé de le laisser rentrer pour un moment parce qu'il n'avait nulle part où aller. Elle agissait comme si ce n'était rien, comme si elle n'invitait pas la personne qui m'avait trahi chez elle tout en s'attendant à ce que je me présente au dîner du dimanche. Je n'ai même pas essayé de cacher ma colère. Je lui ai dit que c'était une gifle qu'elle le choisisse lui plutôt que moi. Elle a essayé de se justifier en disant « C'est toujours mon fils. Je ne peux pas le rejeter. » J'ai rétorqué « Eh bien, ce n'est plus mon frère, et je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. » C'est là qu'elle a commencé sa campagne pour l'unité familiale. Elle a continué à parler de la nécessité de guérir et d'aller de l'avant en tant que famille. C'était tout un code pour « Pardonne juste à Lucas pour que je n'ai pas à me sentir coupable de l'avoir laissé rentrer. » Je n'étais pas d'accord. Je lui ai dit clairement et simplement que je n'étais pas intéressé à guérir ou à prétendre que tout allait bien. Tu veux l'unité? Alors arrête peut-être de récompenser la personne qui a tout fait exploser, ai-je dit avant de raccrocher. Après cela, j'ai gardé mes distances. J'étais occupé à préparer le déménagement à Marseille. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé un endroit, fait mes cartons et pris un nouveau départ dans une ville où personne ne connaissait ma famille ou mon passé. Quitter Lyon n'a pas été facile. J'y avais de bons souvenirs, et une partie de moi avait l'impression de laisser Lucas et Léa gagner en partant. Mais rester aurait été pire. Chaque rue, chaque restaurant, chaque souvenir partagé, tout me rappelait ce que j'avais perdu. Déménager était la seule façon de vraiment recommencer à zéro. Au moment où je suis parti, j'avais pratiquement coupé les ponts avec ma famille. Je ne répondais pas à leurs appels ni à leurs messages.
Même les tentatives de Chloé pour rester neutre n'avaient plus d'importance. Ils avaient fait leur choix en laissant Lucas revenir, et j'avais fait le mien en les laissant derrière. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais une chose était claire, j'en avais fini d'être le bon fils qui faisait toujours passer la famille en premier. Désormais, je me faisais passer en premier. En septembre, je m'étais habitué à ma nouvelle vie à Marseille. Couper les ponts avec ma famille avait été la meilleure décision que j'ai prise, même si ce n'était pas facile. Le travail se passait bien. J'avais commencé à me faire de nouveaux amis, et la distance par rapport à tout ce chaos était exactement ce dont j'avais besoin. Puis, ma mère, Isabelle, m'a appelé. C'était son anniversaire qui approchait, et elle voulait que je rentre à la maison pour le fêter. J'ai hésité. Ma relation avec elle était tendue depuis qu'elle avait laissé Lucas revenir à la maison. Mais elle insistait, disant que ce ne serait que la famille proche et qu'elle m'avait manqué. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents était long, me donnant beaucoup trop de temps pour remettre ma décision en question. Je me suis dit que je faisais cela pour ma mère, même si elle m'avait déçu. Peut-être que ce ne serait pas si mal signé avec elle, mon père et Chloé. Quand je me suis garé devant la maison, j'ai immédiatement su que quelque chose n'allait pas. Il y avait beaucoup trop de voitures garées à l'extérieur. Mon cœur a fait un bond quand j'ai aperçu la voiture de Lucas dans l'allée. Mes mains se sont crispées sur le volant alors que je songeais à faire demi-tour, mais je ne voulais pas donner à ma mère la satisfaction de me voir faire faux bond. J'ai décidé d'entrer. Rester bref et partir dès que possible. Dès que j'ai franchi la porte, ma mère m'a accueilli avec un grand sourire, agissant comme si rien ne s'était jamais passé. « Maxime, je suis si contente que tu sois venu », a-t-elle dit, me serrant dans ses bras. Son énergie était exagérée, comme si elle essayait d'arranger les choses par pure force de volonté. J'ai jeté un coup d'œil au salon, et ils étaient là, Lucas et Léa, assis sur le canapé comme s'ils n'avaient aucun souci au monde. Léa a même eu le culot de rire à quelque chose que Chloé a dit pendant que j'étais là, figé, incrédule. « Pourquoi sont-ils ici ?» ai-je demandé, ma voix basse mais tranchante. Avant que ma mère ne puisse répondre, elle m'a attrapé le bras et m'a conduit plus loin dans la maison. « Parlons dans le salon », a-t-elle dit, comme si cela allait rendre la chose moins horrible. Quand nous sommes arrivés au salon, ma mère a commencé son discours habituel sur la guérison et la famille. Elle m'a fait asseoir et s'est lancée dans ce monologue sur le fait que Lucas et Léa avaient fait une erreur, mais qu'ils étaient vraiment désolés, et qu'il était temps d'aller de l'avant en tant que famille. Lucas, toujours l'impudent, a ajouté « Je suis désolé, mec. C'est juste arrivé. » Il l'a dit comme s'il avait renversé du café sur ma chemise au lieu de détruire toute ma vie. Léa a enchaîné avec « Nous n'avons jamais voulu te faire de mal. » Ce qui semblait encore plus ridicule venant d'elle. Elle n'essayait même pas d'avoir l'air pleine de remords. Je les ai fixés, essayant de comprendre s'ils croyaient vraiment à leurs propres absurdités. Le fait qu'ils pensaient que cela était même de loin réparable était presque risible. Je me suis penché en avant, j'ai regardé Lucas droit dans les yeux et j'ai dit « Tu es une pitoyable excuse de frère. » Puis je me suis tourné vers Léa et j'ai dit « Et toi ? J'espère qu'il te trompera aussi. Vous vous méritez bien. » Le silence s'est fait dans la pièce. Ma mère a commencé à dire quelque chose, mais je ne lui en ai pas donné l'occasion. Je me suis levé, les regardé droit dans les yeux et j'ai dit « Profite de ton fils préféré. Ne m'appelle plus. » En sortant, j'ai pu entendre ma mère essayer de calmer tout le monde, disant quelque chose sur le fait que je finirais par changer d'avis. Finalement, Lucas n'a pas dit un mot, et Léa est restée assise. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti sans regarder en arrière. Mon esprit s'emballait. Comment ma mère pouvait-elle penser que c'était acceptable ? Comment pouvait-elle s'attendre à ce que je pardonne et oublie comme si c'était un désaccord mineur au lieu d'une trahison qui avait déchiré ma vie ? J'ai passé le reste de la journée à essayer de me calmer, mais je ne pouvais pas me débarrasser de la colère. Je revivais la scène dans ma tête, regrettant de ne pas en avoir dit plus. Une partie de moi voulait appeler ma mère et décharger tout ce que je ressentais, mais je savais que cela ne ferait aucune différence. Elle avait déjà fait son choix quand elle avait accueilli Lucas et Léa à nouveau dans sa vie. Cette nuit-là, j'ai bloqué son numéro. J'ai aussi bloqué celui de Lucas. Même s'il ne m'avait pas contacté depuis des mois, je me suis dit que ce n'était qu'une question de temps avant que lui ou Léa n'essaie de nouveau de clarifier les choses, et je ne voulais pas avoir à gérer cela. Pendant les semaines suivantes, je suis resté seul. Le travail est devenu mon échappatoire et je me suis jeté dans tous les projets que je pouvais trouver.
Mes collègues pensaient probablement que j'étais juste très dévoué, mais la vérité était que je ne savais pas comment canaliser ma frustration autrement. J'ai aussi arrêté de consulter les réseaux sociaux. Voir des photos de ma famille ne ferait que me rappeler ce qui s'était passé, et je n'avais pas besoin de ce genre de négativité. Je me disais que j'étais mieux sans eux, mais cela faisait toujours mal de savoir que les personnes en qui j'avais le plus confiance m'avaient laissé tomber à ce point. Finalement, j'ai commencé à me sentir un peu mieux. La distance aidait et je reconstruisais lentement ma vie. Je me disais que je n'avais pas besoin d'eux, que je pouvais créer ma propre version de famille avec des gens qui se souciaient vraiment de moi. Mais au fond, je savais que ce n'était pas fini. Ma mère n'était pas du genre à abandonner facilement, et j'avais le sentiment qu'elle trouverait un autre moyen de me traîner dans le drame. Pour l'instant, cependant, j'étais satisfait de garder mes distances et de me concentrer sur moi-même. Qu'ils aient leur unité familiale. Je préférais être seul que d'être entouré de gens qui ne me valorisaient pas. S'ils voulaient vivre dans le déni de ce que Lucas et Léa avaient fait, c'était leur choix. Je n'allais pas en faire partie. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais une chose était certaine, j'en avais fini de les laisser dicter ma vie. Désormais, je vivais selon mes propres conditions. En janvier, la vie à Marseille était devenue tout ce que j'espérais. C'était agréable d'être à des kilomètres du chaos que ma famille avait créé. Je ne me réveillais plus en colère tous les jours. J'avais de l'espace pour respirer, penser et me concentrer sur moi-même. C'est à ce moment-là que Manon, ma cousine éloignée, m'a envoyé un message. Je la connaissais à peine. Nous nous étions rencontrés seulement quelques fois lors d'événements familiaux au fil des ans, et même là, je ne pense pas que nous ayons échangé plus de quelques mots. Alors, quand elle m'a envoyé un message de nulle part, disant qu'elle déménageait à Marseille et qu'elle aurait besoin d'aide pour s'installer, j'ai d'abord été sceptique. J'ai envisagé d'ignorer complètement son message. Ma famille avait prouvé, maintes et maintes fois, que s'impliquer avec eux, même de manière périphérique, était une erreur. Mais une partie de moi se sentait mal. Manon ne m'avait rien fait personnellement, et elle ne connaissait peut-être même pas toute l'histoire de ce qui s'était passé. De plus, elle semblait sincèrement nerveuse à l'idée de déménager seule dans une nouvelle ville. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté de l'aider. Le week-end est arrivé et je me suis rendu à l'adresse qu'elle m'avait envoyée. C'était un petit complexe d'appartements dans un quartier plus calme de la ville. Et alors que je me garais sur le parking, tout semblait normal. C'était jusqu'à ce que je voie le camion de déménagement et deux silhouettes très familières déchargeant des cartons, Lucas et mon père. Pendant un instant, j'ai figé, serrant le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Mon premier instinct fut de faire marche arrière et de ne jamais regarder en arrière. Mais avant que je ne puisse le faire, la porte d'entrée de l'appartement s'est ouverte et ma mère est sortie. Elle m'a repéré immédiatement et a fait un signe de la main comme s'il s'agissait d'une sorte de réunion de famille au lieu d'un piège. « Maxime, attends !» a-t-elle crié, trottinant vers ma voiture. J'ai mis la voiture en mode stationnement et je suis sorti, mais je ne me suis pas rapproché. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» ai-je demandé, en désignant Lucas et mon père, qui se tenaient maintenant maladroitement près du camion. Ma mère m'a lancé son regard habituel de « soyons tous raisonnables » et a commencé à divaguer sur le fait que Manon avait juste besoin d'aide, et qu'il était logique que la famille se réunisse. Il était clair que cela ne concernait pas du tout Manon. Il s'agissait pour eux de trouver un autre moyen de me forcer à une sorte de réconciliation. Lucas, toujours le maître des excuses insincères, s'est avancé, des larmes montant déjà dans ses yeux. « Je suis désolé, Maxime » a-t-il dit, sa voix tremblante comme s'il passait une audition. « Je sais que j'ai foiré. Je veux juste arranger les choses. » Je l'ai regardé, complètement impassible. C'était le même scénario qu'il avait essayé à l'anniversaire de ma mère, et c'était tout aussi pathétique maintenant qu'alors. Puis mon père a décidé d'intervenir. « Maxime, allez » a-t-il dit. Son ton était ce mélange irritant d'exaspération et de condescendance qu'il utilisait toujours quand il pensait que j'étais déraisonnable. « Tu t'accroches à cette rancune et ça déchire la famille. Sois le plus mature. » C'était la goutte d'eau. L'entendre me dire d'être le plus mature, comme si les actions de Lucas étaient une erreur mineure que je devais surmonter, m'a fait craquer. Il n'avait aucune idée de ce que cela faisait d'être trahi par son propre frère, de perdre non seulement une relation mais la confiance que l'on avait dans les personnes les plus proches de soi. Lorsque mon père s'est approché et a posé une main sur mon épaule, j'ai réagi sans réfléchir. Mon poing a touché son visage avant même que je ne réalise ce que je faisais.
Le bruit a été sec et pendant un instant, tout est resté immobile. Mon père a chancelé en arrière, tenant sa mâchoire, et m'a regardé sous le choc. Lucas avait l'air de vouloir disparaître, et ma mère a, de manière prévisible, éclaté en sanglots. Maxime, a-t-elle sangloté, comme si c'était moi qui gâchais tout. Lucas a marmonné quelque chose sous sa respiration sur le fait que j'allais trop loin, mais je n'ai même pas pris la peine de répondre. Je me suis tourné et je suis retourné à ma voiture. Ne me suivez pas, ai-je dit par-dessus mon épaule. Quand je suis rentré, j'ai immédiatement bloqué Manon. Peu m'importer qu'elle fasse partie du piège ou qu'elle ne soit qu'un pion dans le dernier stratagème de ma mère. Dans tous les cas, je ne voulais rien avoir à faire avec elle. Cette nuit-là, j'étais assis sur mon canapé, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Je n'étais pas fier d'avoir perdu mon sang-froid, mais je ne le regrettais pas non plus. Mon père avait franchi une ligne, et si un coup de poing au visage était ce qu'il fallait pour leur faire comprendre que je n'allais pas être manipulé, qu'il en soit ainsi. Le pire, c'est que ce n'était même pas surprenant. Ma mère avait toujours été prête à se plier en quatre pour protéger Lucas, peu importe les dégâts qu'il causait. Et mon père était plus préoccupé par le maintien de la paix que par la résolution réelle du problème. Je me demandais depuis combien de temps il planifiait cela. Avait-il parlé à Manon pendant des semaines, la convainquant de me contacter, ou était-ce une idée de dernière minute? Quoi qu'il en soit, cela n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'est que j'étais parti avant qu'il ne puisse me réintégrer. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un étrange mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement parce que j'avais tenu bon, mais tristesse parce que c'était un autre rappel à quel point ma famille était perdue. Il n'y avait pas de solution. Ils ne voyaient pas la trahison de Lucas et Léa pour ce qu'elle était, et ils ne le feraient jamais. J'ai décidé ce jour-là de couper les ponts encore plus. Je n'allais plus leur donner d'opportunité de me tirer dans leur désordre. Ma vie à Marseille était bonne, et je n'étais pas sur le point de la laisser ruiner. Quoi qu'ils veuillent de moi, un retour à la normale, ils ne l'obtiendraient pas. J'en avais fini d'être le bouc émissaire, celui que l'on attendait de maintenir la famille unie pendant que tout le monde faisait ce qu'il voulait. En décembre, j'étais dans une bien meilleure situation émotionnelle et mentale. La vie à Marseille était stable, et j'avais commencé à sortir avec Sophie, une femme de 24 ans qui est rapidement devenue mon pilier. Elle était tout ce dont j'avais besoin, gentille, drôle, de soutien, et surtout, elle respectait mes limites. Elle était au courant du désordre avec ma famille et ne m'a jamais une seule fois fait pression pour que je me reconnecte. La famille de Sophie vivait à Nice et elle m'a invité à passer Noël avec eux. C'était la première fois depuis des années que j'attendais les vacances avec impatience. Ses parents étaient chaleureux et accueillants, ses frères et sœurs étaient super, et il n'y avait aucune de la tension et du drame qui avait tourmenté mes réunions de famille depuis aussi longtemps que je me souvienne. Une semaine avant Noël, cependant, j'ai reçu une lettre par la poste. J'ai failli l'ignorer parce que je ne reconnaissais pas l'écriture. Quand je l'ai ouverte, mon cœur a fait un bond. Elle venait de ma mère. Elle écrivait que Lucas et Léa s'étaient mariés et que mes parents étaient maintenant séparés. Elle n'est pas entrée dans les détails, mais elle n'arrêtait pas de souligner à quel point la famille avait besoin de moi ce Noël. Elle m'a supplié de rentrer à la maison, disant que cela pourrait être une chance de guérir et d'aller de l'avant. J'ai lu la lettre 2 fois, essayant de comprendre ce qu'elle demandait vraiment. S'agissait-il de moi, ou était-ce juste une autre tentative pour arranger le désordre que Lucas avait créé? La mention de leur mariage m'a donné la nausée. Cela ressemblait à une gifle, un rappel qu'ils étaient passés à autre chose sans le moindre remords pour ce qu'ils avaient fait. Quand j'ai montré la lettre à Sophie, elle m'a suggéré de laisser tomber. « Tu ne leur dois rien », a-t-elle dit gentiment. « Si ça ne fait que te blesser, il n'y a aucune raison de t'infliger ça. » Elle avait raison, bien sûr, mais une petite partie de moi se sentait toujours coupable. Pas pour les avoir coupés, mais pour le fait que je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment d'obligation que ma mère essayait toujours de m'inculquer. En fin de compte, j'ai décidé de passer Noël avec la famille de Sophie. Ils vivaient dans une maison confortable dans la banlieue de Nice, et dès que nous sommes arrivés, j'ai su que j'avais fait le bon choix. Ses parents m'ont accueilli avec des câlins, et sa mère a immédiatement commencé à se demander si je préférais le chocolat chaud ou le cidre chaud. C'était simple et sain d'une manière que je n'avais pas connue depuis des années. Nous avons passé la veille de Noël à décorer le sapin, à faire des biscuits et à jouer à des jeux de société. C'était le genre de vacances que j'avais toujours voulu, mais que je n'avais jamais vraiment eu. Pour une fois, je n'attendais pas qu'une sorte de dispute éclate.
Le matin de Noël était tout aussi paisible. La famille de Sophie avait pour tradition d'ouvrir les cadeaux en pyjama. Et ils avaient même une chaussette pour moi avec mon nom dessus. C'était attentionné, simple, et cela me faisait sentir que j'appartenais à cet endroit. Mais même au milieu de toute cette chaleur et ce bonheur, la pensée de ma famille persistait dans un coin de mon esprit. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander ce qu'ils faisaient. Ma mère était-elle assise seule dans la maison? Mon père fêtait-il quoi que ce soit? Lucas et Léa jouaient-ils au couple heureux pendant que le reste d'entre eux prétendait que tout allait bien? J'ai repoussé ces pensées et me suis concentré sur le moment présent. Je n'allais pas laisser leur drame me gâcher cela. En janvier, alors que je reprenais ma routine, j'ai reçu un email de Chloé. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis des mois, alors voir son nom dans ma boîte de réception a été une surprise. Contre mon meilleur jugement, je l'ai ouvert. Chloé écrivait que mon père vivait maintenant dans un petit studio et que Lucas et Léa étaient en difficulté financière. Elle n'est pas entrée dans trop de détails, mais elle a laissé entendre que la situation professionnelle de Lucas n'était pas stable et que Léa était apparemment malheureuse dans leur mariage. J'ai fixé l'écran, essayant de comprendre pourquoi Chloé pensait que j'avais besoin de savoir tout cela. Cherchait-elle de la sympathie? S'attendait-elle à ce que j'intervienne et arrange les choses? Si c'était le cas, elle allait être déçue. Je n'ai pas répondu à l'email. Que étais-je censé dire? Désolé d'entendre ça, mais ce n'est pas mon problème. Je n'allais pas me laisser entraîner à nouveau dans leur désordre. Peu importe à quel point les choses tournaient mal pour eux, ils avaient fait leur choix, et maintenant ils devaient en assumer les conséquences. Pourtant, une partie de moi se sentait justifiée. Ils étaient en difficulté et même si je ne prenais pas plaisir à leur souffrance, je ne pouvais m'empêcher de penser que c'était le karma qui les rattrapait. Lucas et Léa avaient détruit ma vie et maintenant leur petite bulle parfaite commençait à se fissurer. Sophie a remarqué que j'étais plus calme que d'habitude ce soir-là et m'a demandé si tout allait bien. Je lui ai parlé de l'email et elle a juste hoché la tête, son expression douce mais ferme. Tu as fait le travail difficile d'avancer, a-t-elle dit. Ne les laisse pas te tirer en arrière. Elle avait raison. J'avais passé trop de temps à reconstruire ma vie pour laisser leurs problèmes me faire dérailler maintenant. Le lendemain matin, j'ai supprimé l'email de Chloé et bloqué son adresse. Ce n'était pas facile, mais c'était nécessaire. Je n'allais pas les laisser utiliser la culpabilité ou la pitié pour se faufiler à nouveau dans ma vie. Ce Noël avec la famille de Sophie a été un tournant. Pour la première fois, j'ai réalisé ce que cela signifiait d'être vraiment libre de la toxicité avec laquelle j'avais grandi. Je n'avais pas besoin de l'approbation de ma famille ou de leur validation. J'avais trouvé des gens qui se souciaient de moi pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais faire pour eux. Le chaos de mon passé n'allait plus me définir. J'avais construit une nouvelle vie, et je ne regardais pas en arrière. En juin, je me sentais bien de mon chemin parcouru. Ma vie à Marseille était stable. Ma relation avec Sophie devenait plus forte chaque jour, et ma famille n'était plus qu'un lointain souvenir. Je les avais tous bloqués, ignoré toutes leurs tentatives tièdes de me contacter, et je m'étais entièrement concentré sur moi-même. Mais bien sûr, ils n'en avaient pas fini avec moi. Un samedi matin, j'étais en train de me préparer à partir courir quand j'ai entendu frapper à ma porte. Je n'attendais personne, et quand j'ai regardé par le Judas, j'ai figé. C'était Chloé. Je ne l'avais pas vue depuis plus d'1 an, et pendant une fraction de seconde, j'ai envisagé de faire semblant de ne pas être là. Mais finalement, j'ai ouvert la porte. Elle a immédiatement commencé à pleurer. « Maxime, je suis tellement désolée, a-t-elle dit, entrant dans le couloir avant que je ne puisse l'inviter à entrer. J'aurais dû te défendre davantage. J'aurais dû faire plus. Ces mots m'ont pris au dépourvu. Pendant si longtemps, Chloé avait été cette présence passive dans ma vie. Quelqu'un qui ne m'avait jamais carrément fait de mal, mais qui ne m'avait jamais vraiment défendu non plus. L'entendre prendre ses responsabilités était inattendu, et je n'étais pas sûr de comment réagir. J'ai croisé les bras et me suis appuyé contre le cadre de la porte. « Qu'est-ce que tu veux, Chloé ?» ai-je demandé. Elle a hésité, essuyant ses yeux. « Je veux juste parler. Papa veut parler aussi. On peut se voir, s'il te plaît ?» J'aurais dû dire non. Chaque instinct de mon corps me criait de fermer la porte et de continuer ma journée. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle me regardait, suppliante, désespérée, qui m'a fait faire une pause. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Quelques jours plus tard,
nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille en périphérie de la ville. Chloé était déjà là quand je suis arrivé, assise avec notre père, Antoine. Je ne l'avais pas revue depuis que je l'avais frappé au visage devant l'appartement de Manon, et la tension entre nous était palpable. Il s'est levé à mon approche, tendant la main. Je ne l'ai pas prise. Au lieu de cela, je me suis assis en face d'eux et j'ai attendu que l'un d'eux parle. « Je suis désolé », a dit mon père finalement, sa voix basse. « Pour tout. J'aurais dû faire plus pour te protéger. J'aurais dû gérer les choses différemment. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était plus que ce à quoi je m'attendais. » Pendant un bref instant, j'ai senti un faible espoir que peut-être, juste peut-être, les choses pouvaient être sauvées. Puis la porte du café s'est ouverte et ma mère est entrée. Je me suis tendu immédiatement, et mon père a eu la décence d'avoir l'air embarrassé. « Elle voulait venir », a-t-il dit, comme si cela excusait de m'avoir pris par surprise. Et bien sûr, juste derrière elle se trouvaient Lucas et Léa. Je me suis levé, prêt à partir, mais Chloé m'a attrapé le bras. « S'il te plaît, Maxime, écoute-les juste », a-t-elle dit. C'en était trop pour moi. Je me suis levé, coupant ma mère avant même qu'elle ne commence à parler. « Vous n'êtes plus ma famille », ai-je dit, ma voix froide et posée. « Vous voulez le pardon ? Trouvez quelqu'un d'autre à manipuler. J'en ai fini. » J'ai jeté de l'argent sur la table pour mon café et je suis sorti, ignorant les voix qui m'appelaient. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Ils pouvaient supplier, plaider et pleurer autant qu'ils voulaient, mais j'en avais fini d'être le bouc émissaire de leur dysfonctionnement. Maintenant, à 28 ans, j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies depuis que le chaos de ma famille s'est déroulé. Quand je repense à tout ce qui s'est passé, cela ne semble presque pas réel, comme si c'était la vie de quelqu'un d'autre. Mais les cicatrices me rappellent que c'était bien réel. La bonne nouvelle, c'est que j'en suis sorti plus fort, plus sage et entouré de gens qui se soucient vraiment de moi. Sophie et moi nous sommes fiancés l'année dernière. Ce n'était rien de fantaisiste, juste nous deux dans notre parc préféré de Marseille. Je n'ai pas opté pour un geste grandiose parce que j'avais appris que le véritable amour n'a pas besoin de spectacle. Quand je lui ai demandé de m'épouser, elle a pleuré et a dit oui immédiatement. Ce moment a ressemblé à la dernière pièce du puzzle que j'essayais de résoudre depuis que tout s'était effondré. Elle n'est pas seulement ma fiancée, elle est ma partenaire dans tous les sens du terme. Elle m'a soutenu à travers tous les hauts et les bas, a écouté sans jugement et n'a jamais une seule fois essayé de me pousser vers la famille que j'ai laissée derrière moi. Avec elle, je me sens en sécurité d'une manière que je ne pensais jamais possible après ce que Lucas et Léa ont fait. La plus grande nouvelle cependant, c'est que nous attendons notre premier enfant. C'est un garçon, et chaque fois que je pense à le tenir pour la première fois, j'ai ce mélange accablant d'excitation et de nervosité. Je n'aurais jamais pensé être prêt pour la paternité après le désordre dans lequel j'ai grandi. Mais la confiance de Sophie en nous me donne de l'espoir. Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour donner à notre fils une vie pleine d'amour, de respect et de stabilité, le genre de vie que je n'ai pas eu. L'une des premières étapes que j'ai entreprises pour couper complètement les ponts avec ma famille a été de changer mon nom de famille. Je ne me suis pas précipité. Pendant un certain temps, j'ai pensé que ce serait peut-être trop extrême ou que cela ne ferait pas beaucoup de différence. Mais avec le temps, j'ai réalisé que mon nom de famille se sentait comme une encre vers le passé, et j'étais prêt à le laisser partir. C'était une sensation étrange, de se tenir au tribunal et de remplir les documents. Lorsque le juge l'a signé, j'ai ressenti un sentiment de soulagement inattendu, comme si j'avais enfin fermé une porte que j'avais eu peur de fermer complètement. J'ai choisi un nom de famille qui avait un sens pour moi, quelque chose lié à un héros personnel plutôt qu'à mon arbre généalogique. Sophie m'a entièrement soutenu. Elle a même plaisanté en disant qu'elle prendrait mon nouveau nom de famille une fois que nous serions mariés, disant « Nous commençons notre propre héritage maintenant ». Cela m'a vraiment marqué. L'idée de créer quelque chose de nouveau, quelque chose de séparé de toute la douleur et de la trahison, est devenue ma priorité. J'ai entendu des bribes de ce qui se passait avec ma famille depuis que j'ai coupé les ponts. Non pas parce que je les recherche, mais parce que des connaissances communes laissent parfois échapper quelque chose. Apparemment, mes parents sont officiellement séparés maintenant. Mon père vit dans une petite location en périphérie de la ville et ma mère est toujours dans la maison familiale, essayant de sauver les apparences. Lucas et Léa, disons simplement que le karma n'a pas été gentil avec eux. Ils sont submergés par les dettes et d'après ce que j'entends, leur mariage est sur des bases fragiles.
Léa a perdu son emploi et la situation professionnelle de Lucas est loin d'être stable. L'ironie ne m'échappe pas. Après tout ce qu'ils ont fait pour me démolir, ce sont eux qui luttent pour garder la tête hors de l'eau. Quant à Chloé, son fiancé l'a quittée quelques mois avant leur mariage. Je ne connais pas les détails, et honnêtement, cela ne me fait rien. Elle a fait le choix de se tenir aux côtés de Lucas et Léa quand cela comptait le plus, et ce n'est pas quelque chose que je peux pardonner. La dernière fois que j'ai eu de leurs nouvelles directement, c'était il y a plus d'1 an, lorsque ma mère m'a envoyé une autre lettre me suppliant de reprendre contact. Je ne l'ai même pas ouverte. Je l'ai jetée directement à la poubelle. Quel que soit le regret qu'ils ressentent maintenant, c'est leur fardeau à porter, pas le mien. L'une des plus grandes leçons que j'ai apprises à travers tout cela est l'importance de fixer des limites. Pendant si longtemps, j'ai laissé ma famille me bousculer, me culpabiliser pour que je leur pardonne, et me faire sentir que leur problème était ma responsabilité. Les couper n'a pas été facile. C'était désordonné, mais c'était la seule façon d'avancer vraiment. Parfois, je me demande si ma famille regrette jamais ses choix. Pense-t-il à la douleur qu'ils ont causée? Réalisent-ils tout ce qu'ils ont perdu en me trahissant? Je ne le saurai probablement jamais, et ce n'est pas grave. Leur regret ou son absence n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est que j'ai finalement trouvé la paix. Si quelqu'un qui lit ceci traverse quelque chose de similaire, laissez-moi vous dire qu'il n'est pas facile de s'éloigner des relations toxiques, surtout quand elles sont familiales. Mais parfois, c'est la seule façon de protéger sa paix et de créer la vie que l'on mérite. Vous n'êtes pas obligé de garder des gens dans votre vie juste à cause d'un ADN partagé. J'ai appris que la famille n'est pas une question de sang. C'est une question de personnes qui sont là pour vous, vous soutiennent et vous aiment inconditionnellement. Et avec Sophie à mes côtés et notre petite en route, j'ai enfin la famille que j'ai toujours voulu.